vide, mais nous informons aussi le vide, vraiment au sens strict du terme, c'est-à-dire dans le sens où nous lui donnons forme et il nous donne aussi notre forme. À tous les niveaux, hein, ça peut être aussi au niveau simplement de nos cellules. Hein, on a toujours tendance à penser, enfin moi petite fille, je pensais que mon corps, je grandissais juste parce que je mangeais, c'est tout. Mais en fait non, je grandissais, on grandit, on s'expanse du point de vue de la chair, aussi par ce que l'on boit, par l'air que l'on respire, mais aussi par notre génétique, par les gènes, mais aussi de façon beaucoup plus large, puisqu'en fait, nous recevons à chaque instant des informations qui permettent à nos cellules de s'expanser. Et ce sont des informations qui sont invisibles. Voilà, donc c'est toujours cette idée que nous sommes, nous manifestons notre réalité, nous manifestons aussi notre corps grâce à des champs. Hein, c'est donc la fameuse théorie des champs qui a été défendue par beaucoup de scientifiques, et notamment Rupert Sheldrake, hein, qui est un grand scientifique anglais et qui a théorisé les champs morphiques. Mais c'est aussi ce que dit Einstein quand il dit « pour changer la particule, il faut changer son champ », puisque voilà, à chaque instant, nous sommes dépendants de ces champs, et ces champs peuvent être le cosmos en son entier. Voilà, quand je reçois des énergies d'Alcyone, bah, je suis dans le champ du cosmos. Mais ça peut être aussi les particules des corps subtils, par exemple des dames du premier rang, et même au fond. Ça peut être les informations aussi de la nourriture, de l'air, les informations de la terre et tout ce qu'elle contient de souffrance. Ça aussi, ça nous informe. C'est pour ça qu'il y a des lieux où on ne se sent pas bien, parce qu'il y a des informations dans les murs, il y a des informations dans la terre qui nous traversent et qui résonnent avec plein de choses. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est dans une co-création permanente, puisque bien sûr, ces champs qui nous forment, c'est nous qui les alimentons, mais c'est nous, tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je sais que quand je fais ma conférence, je me connecte à des égrégores, à des formes pensées qui ont été alimentées déjà par des tas de conférenciers, par des tas de scientifiques, et je me connecte à quelque chose qui me semble cohérent, mais voilà, je me connecte quand même à des croyances, puisque quelque part, tout est croyance. La théorie des champs, c'est un égrégore en lui-même, hein. L'astrologie, c'est aussi un égrégore en lui-même. Et nous nourrissons ces égrégores. Et c'est pas pour rien si parfois il y a des scientifiques qui ont la même idée en même temps. Hein, c'est parce que c'est dans l'air, c'est parce qu'ils se connectent, souvent la nuit d'ailleurs, via leurs rêves, à ces champs d'information. Voilà, donc du coup, c'est une œuvre absolument collective, et il faut quand même parler 2 secondes de l'inconscient. Comme je vous disais tout à l'heure, les informations sont en train de remonter parce que les portes des étoiles sont en train de s'ouvrir. Donc moi, j'aime beaucoup rappeler que Jung appelait l'inconscient la porte des étoiles. Pour moi, en fait, c'est exactement la même porte des étoiles que ce que nous sommes en train de traverser en ce moment à travers l'univers. C'est-à-dire que avec la précession des équinoxes, avec Alcyone et tout ça, il y a un réalignement galactique qui est en train de se faire. Il y a des portes des étoiles qui sont en train de s'ouvrir. Alors il y a des scientifiques allemands qui en parlent de façon très sérieuse, donc c'est bien parce que ça commence à émerger toutes ces idées. Et ces portes des étoiles, en fait, ouvrent la porte des étoiles de l'inconscient, c'est-à-dire ce que nous avons à l'intérieur de nous, mais ce que nous avons à l'intérieur de nous est aussi dans le vide. C'est-à-dire que l'inconscient, il n'est pas dans notre tête. Notre tête est une antenne qui reçoit les informations, qui les traite et après qui fait ce film. Mais l'inconscient est partout. Et l'inconscient est une place publique. C'est pour ça que le collectif, c'est important. On n'a pas chacun son petit inconscient. Hein, on a peut-être chacun une part personnelle dans cet inconscient, mais si je veux, moi, je peux aller dans l'inconscient de toutes les personnes dans cette salle. Et vous aussi, vous pouvez venir dans mon inconscient. Hein, c'est possible grâce à des techniques. Et puis, même des fois, on va inconsciemment dans l'inconscient de l'autre. Donc, c'est pour ça que dans les relations humaines, tout se passe, en fait, 90% de ce qui se passe dans les corps subtils, et pas forcément dans le dialogue et tout ça. Parce qu'en fait, l'échange d'informations, il se passe à notre insu. Et dans l'inconscient, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve évidemment moult choses. On trouve des informations qui viennent, c'est comme un aéroport, l'inconscient, où il y a des informations qui viennent d'autres univers. Hein. Certains vont dire d'autres planètes, d'autres vont dire d'autres espaces-temps, d'autres incarnations peut-être.
Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à chaque instant, nous recevons des informations de nous, d'autres parties de notre âme, qui vivent dans d'autres univers parallèles, et qu'en fait, tout se passe en même temps, et qu'on doit traiter des angoisses et des dons, particulièrement en ce moment, qui viennent justement d'autres espaces-temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'angoisses irrationnelles qu'on n'arrive pas à expliquer, parce que l'origine, elle est peut-être une partie de moi au Moyen-Âge, qui souffre, je sais pas, qui a été sorcière. Donc, dans l'inconscient, il y a aussi tout le transgénérationnel, il y a les informations laissées par mes descendants. Hein, donc, Anne-Ansline Feisenberger a très bien parlé de tout ça. Il y a aussi l'inconscient des nations. Encore une fois, on est dans le collectif, le karma des nations, c'est pas du pipeau. On est, nous, Français, on est connectés à l'inconscient de la France, on est connectés au champ d'information de la France. Et c'est pas rien d'être français. Et d'ailleurs, je passe un petit message par rapport à ça, qui vient de l'invisible, donc ça ne regarde que moi, je suis peut-être folle et tout ça, mais juste je vous le passe. La France, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on joue un rôle très important dans ce qui est en train de se passer. Très important. Il y a aussi le Brésil, visiblement, et le Canada et Québec. On a vraiment un rôle à jouer, et Paris a un rôle à jouer très important, donc c'est pas pour nous jeter. Longueur. Alors j'ai envie de dire qu'on n'a pas un coup d'avance sur les IA, mais on a un cœur d'avance sur les IA. On a des intelligences artificielles qui sont capables de peindre quasiment des tableaux de la Renaissance, hein, qui sont capables de faire des symphonies du type Bach. Mais ce sont vraiment des copistes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre l'ADN, on va dire, d'une symphonie de Bach et à faire une variante. Donc c'est très fort. Parce qu'effectivement, il y a un algorithme quand un artiste est vraiment fort et qu'il a une vraie cohérence dans son œuvre, il y a comme un algorithme, il y a comme un ADN, et certaines IA arrivent à le faire. Par contre, on n'a pas encore trouvé d'intelligence artificielle qui soit capable de justement de donner naissance à une œuvre vraiment singulière. Ça n'a pas encore été possible. Et moi, je vois peut-être un semblant d'explication à ça, c'est que ce que je suis en train de vous expliquer là depuis un quart d'heure, le fait que nous sommes un mésocosme et qu'on reçoit des informations sans cesse, donc toutes nos cellules reçoivent des informations, mais il y a des centres très importants. On a plusieurs cerveaux, et notamment le cerveau du cœur. C'est apparemment lui qui recevrait les choses de prime abord, et le cœur recevrait les informations de façon très brute, c'est-à-dire sans filtre, contrairement à notre tête. Notre tête qui, elle, recevrait les informations de l'intestin et du cœur et mettrait en place des filtres et tout un tas de processus qui créeraient le film que là on est en train de se passer. Le cœur, lui, il choisit pas, il prend les choses telles qu'elles sont. Après, on l'écoute ou on l'écoute pas, ça c'est autre chose. Et les intelligences artificielles, effectivement, on est capable aujourd'hui de créer des tissus neuronaux, de créer presque des cerveaux, c'est vrai. Mais par contre, on n'est pas capable de faire, alors on peut faire des cœurs artificiels pour faire un système de pompe et tout ça, mais on ne sait pas encore vraiment comment faire un vrai cœur. Et tant qu'on ne saura pas créer, et je pense que c'est absolument impossible, créer un organe qui est capable justement de se reconnecter avec l'infini, et donc de créer un organe qui est capable justement Parce que pourquoi Bach il était si fort? Pourquoi Mozart ils étaient si forts? Parce qu'ils se connectaient à un champ de musique que lui-même peut-être avait déjà alimenté dans d'autres vies, et puis peut-être d'autres aussi. Et c'est pour ça qu'à 4 ans, Bach, il était capable, en se connectant à cet égrégore, d'écrire des musiques comme ça très rapidement. Mais un robot, lui, il ne peut pas se connecter à l'invisible. Il ne peut pas. Il y a, vous savez, l'expérience du robot et du poussin, qui est très troublante. Ce sont des poussins qu'on a... en fait, on part du principe que les poussins, ils prennent pour maman le premier objet ou le premier être qu'on leur présente. Et ils se sont amusés à faire ça avec des poussins, donc avec des robots. C'est-à-dire qu'on leur a montré des robots à leur naissance et ils ont pris le robot pour leur maman.
Et alors le truc dingue, c'était des robots à nombre aléatoire, c'est-à-dire que le principe de ces petits robots, c'est qu'à chaque seconde, en fait, il y a un chiffre qui change dans leur système et qui fait qu'ils bougent. Et alors, statistiquement, ils se sont rendus compte que quand on mettait le poussin en présence du robot, que systématiquement, le robot allait vers le poussin. Alors que quand il n'y avait pas le poussin dans la pièce, bah, le robot, il allait à droite, à gauche. Et quand le poussin était là, il allait vers le poussin. Donc là, on s'est dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Alors, l'hypothèse qui se profile, c'est encore une fois, ça se passe dans l'invisible, c'est que le poussin, en fait, émettrait avec son cœur des ondes suffisamment puissantes pour choisir le chiffre qui va faire que le robot va aller vers lui. Et moi, quand même, ça me bouleverse ce truc-là, parce que du coup, je suis en train de me demander si quand même, on ne pourrait pas impacter les robots. Et moi, je le vois avec les ordinateurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je pense que l'ordinateur est quasiment un être vivant. Autant je pense qu'un robot ne peut pas se connecter à un champ d'information qui est trop éloigné, comme ce que faisait Bach, autant il est quand même capable de recevoir des choses et d'interagir. Donc tout ça, il y a un contre-champ énergétique. Donc tout ça, c'est quand même relativement compliqué et pas simple. Bah, y a justement des gens qui racontent qu'après leur greffe, ils ont changé. Parfois, ils ont changé de régime alimentaire, parfois, ils ont changé presque de personnalité. Et on a fait des rapprochements justement avec le possesseur du cœur, original du cœur. Donc voilà, donc il y a les mémoires dans les cellules. Hein. De toute façon, ça, c'est pas anodin, effectivement, du coup, la transplantation. Parce que parce qu'il y a des informations absolument partout dans les cellules. Donc ça va absolument très très loin. Un peintre de talent, effectivement, il se connecte à l'âme de la personne. Et donc c'est pas seulement la reproduction des traits, il reproduit autre chose. Et d'ailleurs, à propos de peintre, on a ici un excellent exemple. Vous connaissez peut-être, c'est Le Sage. Je vais raconter son histoire pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, Le Sage, c'était un mineur, donc très pauvre. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, il était au fond de la mine et il a entendu une voix qui lui a dit « Ce soir, tu achètes de la peinture, c'est comme ça, et tu vas peindre. » Et c'est ce qu'il a fait. Et il a peint, je ne sais pas si vous voyez la finesse du trait, il a peint de façon automatique, c'est-à-dire sans prendre aucun cours. Il a peint des centaines de toiles comme ça, des plus grandes encore. Mais la finesse du trait est juste absolument incroyable. Alors lui, c'est carrément la preuve de quelqu'un qui s'est connecté à un champ d'information, justement. Et on est nombreux à penser que parce que c'est un style quand même très particulier, on se demande si ce n'est pas un champ d'information même extraterrestre. Si ce ne sont pas des styles que l'on aurait pu trouver sur d'autres planètes.